Bon, ben, une fois que le résumé est dit, j'ai plus rien à dire. Vous avez tout compris ma présentation. Non, là, pour ceux qui étaient là ce matin, vous vous demandez, c'est moi qui étais l'animatrice de la journée, mais qu'est-ce qu'elle fait en plus à être conférencière? Je vous comprends, vous posez la question. Au départ, ça devait être une de mes étudiantes de doctorat qui présente son projet de doctorat qui porte justement sur un modèle économique qui inclut les autres valeurs, donc la matière ligneuse et autres. Malheureusement, mon étudiante a vécu des moments difficiles. Mon Dieu, j'en parle, c'est difficile. Et donc, je prends la relève de mon étudiante. Et je me suis dit, bon, ben, vu que je n'ai pas beaucoup de temps de préparer, je vais réchauffer quelque chose. Mais le réchauffer, ce n'est pas si vieux que ça. Dans le fond, j'ai été invitée à l'automne dernier à donner une conférence à l'association, au colloque de l'Association forestière en Abitibi-Témiscamingue. Et donc, Jean-Loup qui m'interpelle dit bon, tu devrais aborder la question de la foresterie. Est-ce que la foresterie, c'est vraiment essentiel et pourquoi? Quelle belle question pour une professeure qui enseigne en foresterie depuis près de 25 ans, pour une doyenne de faculté de foresterie, géographie, géomatique. Quelle belle question à se poser. Alors, j'avais relevé le défi. Je me suis dit, bon, tant qu'à l'avoir relevé une fois, je crois que c'est une super bonne présentation. Alors, pourquoi ne pas l'apporter encore ici? Et là, j'ai juste changé, en fond, foresterie pour mise en marché. Parce que pour moi, c'est directement relié. La foresterie, ce que vous faites, là, je remercie en parenthèse Pierre Serge. Je pense que c'est grâce à toi que la salle est remplie après-midi. Alors, c'est vraiment plus intéressant. Je salue les gens qui sont à distance. Hein. J'apprécie aussi leur présence, mais en ligne, c'est moins chaleureux qu'en présence physique parce que là, j'ai des réactions, même si sont cachées par les visages, vos yeux vont me parler après-midi. Donc, j'en étais où? Qu'est-ce que je disais? Hein? Je disais que pour moi, la mise en marché et la foresterie, c'était très proche parce que, bon, c'est ça, vous faites comme étudiants, futurs ingénieurs, forestiers, forestières, ceux qui le sont déjà, une de vos responsabilités, c'est de répondre aux besoins de la société en aménageant un territoire, ses ressources, en faisant la récolte et en répondant à ces besoins-là sous forme de produits et autres. Donc, la mise en marché, c'est un élément, comme j'ai dit dans mon résumé, c'est un élément pivot entre l'aménagement et cette réponse-là aux besoins de la société. Donc, j'arrive avec cette présentation-là que j'ai modulée un petit peu et j'ai ajouté justement les projets de recherche de mes étudiantes, parce que là, j'en ai deux qui travaillent sur ces questions-là, qui abordent cette idée de comment on fait pour mettre en valeur l'ensemble des ressources avec un esprit, un langage plus économique. Donc, la question que je vous pose, mise en marché du bois ou pas de mise en marché? Telle est la question. C'est une question quand même existentielle. Puis on se la pose beaucoup hein, dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Je le disais ce matin, beaucoup de mobilisation environnementale pour mettre en place des aires protégées, pour protéger des lots, des forêts urbaines. Énormément de mobilisation. Et ce qu'on remet toujours en question, c'est la fameuse récolte. Même avec le tramway qu'on discute dans la ville de Québec, on va couper des arbres. On va récolter des arbres. À chaque fois, cette question-là, donc, c'est une question existentielle, mais qui a des fondements importants qu'on doit se poser pour comprendre pourquoi on le fait, puis est-ce qu'on doit continuer à le faire. Donc, oui, c'est une question, bon, comme mes collègues un matin. Tantôt, ça marchait super bien, n'est-ce pas, Samuel? Tantôt, ça marchait. Ça doit être le stress de. Ah, mais tantôt, on avait testé, là, attends, tout était beau. Bon, on va faire comme les autres, on va cliquer sur. Non, évidemment. Il faut être prof pendant 25 ans pour ne pas être capable de. N'est-ce pas, Pierre-Serge? Ça arrive à tout le monde, hein? Surtout en ligne. Ah, je sais, je pense pourquoi. En tout cas, je pense que j'avais mon doigt au bout. Alors, mise en marché, une question existentielle, mais une question surtout en plusieurs volets. Il y a un volet historique, il y a un volet évidemment économique, mais il y a aussi un volet social, un volet écologique et un volet culturel. Je vais passer à travers ces différents volets-là quand même assez rapidement pour faire mon point. Puis ensuite, j'aimerais ça vous interpeller, qu'on discute ensemble comment vous voyez ça. Volet historique, bon, je suis native de la Mauricie, Trois-Rivières, donc une ville
pas plus ville forestière que Trois-Rivières. Mon grand-père, dont je vous présente, Josepha Desilets, était un draveur. Il a vécu dans le bois, dans la forêt. Il a bâti sa maison, natif de Saint-Maurice. Il a bâti sa maison avec le bois du boisier familial, donc il a construit de ses mains. La foresterie, là, ça coule dans nos veines, hein? C'est dans notre ADN. Donc, il y a toute l'histoire des défricheurs, de nos ancêtres défricheurs. Il y a l'histoire de ceux qui ont bâti l'industrie, hein, pâté-papier, les scieries. Donc, il y a la naissance d'un secteur forestier qui a, pendant un certain temps, été très, très important pour l'économie du Québec. Il l'est encore. À l'époque, ça a généré, c'est ça qui a parti les villes, plusieurs villes, je ne sais pas si il y en a qui viennent de la Tuque, Trois-Rivières, il y a plein de villes qu'on pourrait nommer au Nouveau-Brunswick, Edmundston, que j'ai bien connu. La ville est bâtie autour de l'industrie. Et évidemment, ça a donné naissance aussi à une profession. Vous fêtez, l'OIFQ fête ses 100 ans. Donc, une profession, l'ingénieur forestier ou l'ingénieure forestière qui aménage un territoire, donc par ses compétences, ses connaissances, qui arrive à aménager un territoire et donc à nourrir, oui, un secteur forestier, mais aussi à faire partie de quelque chose de plus grand pour aménager un territoire. Donc, un volet historique important, c'est dans notre sang. On ne peut pas demain matin dire « on ne fait plus de foresterie ». Un volet, bon, tantôt j'avais trouvé la réponse, finalement, ce n'est pas ça pantoute. Un volet social, non, un volet économique, excusez, volet économique. Je vais l'avoir. Non, je suis revenue en arrière. OK, je vais prendre la roulette. Volet économique, bon, je pense que Michel, ce matin, vous l'a dit, bien, ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là, vous le savez, c'est une multitude de filières. Hein, on récolte un arbre. De cet arbre-là, on peut produire une multitude, on appelle ça des processus divergents. Ça peut faire, oui, de la biomasse, mais ça peut faire du sciage, pâte et papier et des résidus. On fait plein de choses. Dans le cours de problématique, probablement, vous allez en parler. Dans plusieurs cours, au cours d'économie aussi, vous allez en parler. Donc, multitude de filières qui sont nourries par cette foresterie ou cette mise en marché. Maintien de nombreux emplois, on parle de 60 000 emplois. Donc, c'est quand même important dans l'économie du Québec. Contribution au PIB. Puis là, bon, Michel, ce matin, vous a montré toute l'importance, le rôle finalement du Québec dans toute cette filière-là. Ensuite, un volet social. Là encore, là, vous êtes tous et toutes, je suis convaincue, des fervents de la forêt, de l'ambiance que ça génère. Vous allez en forêt pour faire des activités récréatives, pour votre plaisir personnel, en plus d'apprendre un métier, ceux qui sont déjà pour pratiquer un métier. Donc, c'est un mode de vie, la forêt. Elle nous entoure, elle partout. C'est un mode de vie. Il y a plusieurs utilisations du territoire possibles. On va parler de la forêt privée, on en a parlé ce matin, on va en parler par la suite. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec le territoire lui-même et de multiples activités. Hein, c'est infini. De pourquoi on a un genre de conflit où on doit chercher l'harmonisation dans les usages. On l'a parlé beaucoup ce matin avec Simon. C'est de plus en plus dans toutes les régions du Québec. Il y a ce désir-là de se réapproprier le territoire, de faire partie de son développement, de son aménagement, et en plus de devoir répondre à des besoins. Donc, ce besoin d'harmonisation, ça vient entre autres de ce volet social. Évidemment, le volet écologique. On parle beaucoup, nous, avec mes étudiants, des biens et services environnementaux. Ces biens et services environnementaux, c'est regroupé sous 4 grands thèmes. C'est des services de support, donc le territoire lui-même, toutes les capacités de production de bois, l'approvisionnement, donc le bois, le mètre cube que ça génère, mais aussi les ressources animales, la ressource phonique que ça supporte, régulation, cycle d'eau, cycle du carbone, et également un volet des services culturels. Donc, toute une panoplie de biens et services environnementaux qui nous proviennent de la forêt et qui démontrent son importance pour le bien-être des êtres humains. Il y a aussi des espèces emblématiques. J'ai mis le caribou, c'est probablement un des plus forts emblèmes présentement, mais il y en a plein d'autres.
espèces fauniques qui sont importantes à préserver, des espèces qui sont parapluies, si on les a, protègent un ensemble de biodiversité. Et tout ça, cette biodiversité-là, bien, ça assure le maintien des écosystèmes, la résilience de ces écosystèmes. Donc, ça aussi, ça en fait partie. Quand on fait la mise en marché du bois, c'est parce qu'on a récolté, c'est parce qu'on a aménagé. Donc, tout ça est relié. Et évidemment, le volet culturel. Là, je ferme ma boucle. Tantôt, je vous dis, on est une nation forestière. Nos ancêtres ont défriché la forêt. Au début, ils ne l'aimaient pas vraiment. Ils ont appris à la connaître, à l'apprivoiser, à en vivre. Avant nous, il y avait évidemment ils sont encore là, les communautés autochtones. Il y a une culture, une tradition autochtone qui existe, importante. Et là, on la partage de plus en plus. On essaie, nous, de l'intégrer dans nos façons de faire. Et ce qui fait en sorte que, en tout cas, nous, Anne, je ne sais pas si Anne est encore là, Anne Bernard, mon étudiante et moi, on se dit qu'il y a une culture forestière. Le Québec a une culture forestière et peut-être qu'on est en train de l'oublier dans nos approches, dans nos débats. On oublie qu'on est une nation forestière. Donc, on a une culture de la forêt, d'utilisation du territoire, mais on a aussi une culture du bois. Michel vous le disait ce matin, dans les constructions unifamiliales, le bois, c'est un grand pourcentage de la structure et même de plus en plus du bois d'apparence. Vous le voyez ici dans le bâtiment. Donc, on a une culture du bois qu'il faut développer. Il y a beaucoup d'efforts de sensibilisation avec la charte du bois, qui est devenue plus une politique d'utilisation du bois dans les constructions non résidentielles, dans les constructions publiques. Donc, on est en train de développer cet élément-là, cette culture du bois-là, que d'autres pays avaient déjà avant nous. Donc, quand on met tout ça ensemble, donc ça devient plein d'idées, plein de volets qu'il faut tout mettre dans le même paquet puis se dire, bien là, finalement, est-ce qu'on en fait de la mise en marché ou non? Si on sait que la forêt est aussi importante pour la biodiversité, si elle est tout aussi importante pour fournir des activités récréotouristiques à notre population, à la population du Québec et d'ailleurs, pourquoi on fait de la mise en marché? J'aurais envie de vous entendre. Est-ce que c'est important, c'est essentiel? Pourquoi on décide de mettre du bois en marché? Ça veut dire qu'on l'a récolté. Puis là, je pense qu'il y a une proportion quand même assez forte d'entre vous qui est en opération forestière. Est-ce que je me trompe? Non? OK. Vous êtes dans le cours, mais vous êtes en aménagement. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, vous autres? On en fait-tu de la mise en marché ou on n'en fait pas? J'ai posé une question, vous n'étiez pas là, je pense, ce matin, mais à Michel Vincent, en lui disant, mais pourquoi on ne met pas de barrière autour de la frontière du Québec et qu'on ne se débrouille pas avec ce qu'on a à l'intérieur? Sa réponse a été de dire que si on cesse d'exporter du bois, nous, on a trop de bois pour nos besoins. Donc, si on coupe moins, parce qu'on exporte moins, bien, il y a un pan de nos industries qui vont tomber. Hein, on n'aura plus besoin de scier autant. Ça veut dire qu'il y a des usines qui vont devoir fermer. Ça veut dire qu'il y a des emplois qui vont être perdus. Là, je ne suis pas en train de dire que je suis pour ou contre. Hein. On fait juste jaser puis discuter. Fait que pour moi, là, puis là, j'aurais dû le dire tantôt avec le volet écologique. Là, ceux qui ne savent pas, je préside la commission caribou, où la question de la protection du caribou vient un peu souvent en conflit avec l'exploitation forestière, même l'exploitation minière. C'est un choix de société qu'on doit faire. Si on décide de préserver plus de territoire, c'est parfait, mais il y a un coût à ça. Donc, si on décide de ne plus mettre en marché du bois, donc de cesser de récolter la matière ligneuse, il y a un coût à ça. Peut-être qu'on va être plus heureux après, vous allez me dire. Je ne sais pas, mais j'aimerais ça vous entendre. S'il y a quelqu'un qui ose s'exprimer. Il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne, mauvaise opinion. Vous êtes trop gêné. François, brise la glace. Peut-être dire qu'il y a un coût aussi si on ne protège pas. Ah oui, 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 oui. Ouais. Ensuite, pour enchérir à ce que Michel t'a répondu, si on le fait pour le bois, les frontières, on va le faire pour tout. Pour tout, évidemment. On a plein avec l'argent qu'on fait en vendant, on va acheter des choses à l'extérieur qu'on n'a pas chez nous. Oui. On n'est peut-être même pas capable de produire.
Oh, ce serait très complexe. C'est facile de faire. Non, mais c'est même pas une proposition. C'est juste de vous amener à réfléchir, de dire quels seraient les impacts. Puis un des impacts, en réduisant la récolte, puis la transformation qu'on en fait, Michel l'a bien exprimé encore là, c'est qu'on réduit notre offre. Si on réduit l'offre, sachant que la demande est toujours croissante, bien, les prix vont continuer à exploser. Puis là, on le vit présentement, les prix sont vraiment démesurés. Donc, qu'est-ce que ça va être? Ça va être encore pire. Donc, fait qu'effectivement, puis les coûts de ne pas protéger, évidemment, les coûts sont énormes. Alors, pour moi, la foresterie, elle a disparu de nos vies. La foresterie, j'ai dit, ou la mise en marché, là, qui est l'élément plus particulier de la foresterie, c'est le pivot entre l'aménagement et la société. C'est entre notre territoire forestier qu'on veut justement aménager pour répondre aux besoins de la société. Mais on est capable de le faire. Je pense qu'on est tous assez intelligents pour prendre des bonnes décisions. Ce qu'on essaie de vous enseigner, puis là, évidemment, je m'adresse plus aux étudiants, mais ceux qui ont déjà fait, sont déjà ingénieurs, qui pratiquent déjà le son, là, on développe assez de compétences et de connaissances pour prendre les bonnes décisions. C'est vrai que par le passé, aujourd'hui, quand on regarde le passé, ça se peut qu'on n'ait pas pris les bonnes décisions, mais à l'époque, c'était les bonnes décisions. Quand mon grand-père faisait de la drave là, sur le Saint-Maurice, hein, lui, il pensait que c'était une bonne chose. Après, on s'est rendu compte que non, ça polluait les cours d'eau, il fallait cesser cette pratique-là. Mais au moment où les choses se faisaient, c'était les bonnes décisions. Là, maintenant, on avance dans nos connaissances, on avance dans nos pratiques et on fonde des jeunes cerveaux qui vont amener des nouvelles pratiques aussi. Alors, donc voilà, donc la foresterie, c'est vraiment au cœur de la forêt, de la société. Pour moi, c'est essentiel. On doit être capable d'aménager pour répondre aux besoins de notre société. J'essaie de faire une présentation. J'essaie de faire une réflexion parce que, bon, là, je l'ai faite volontairement sur mon schéma. En pensant à un aménagement forestier, on a deux choix. Ou bien on conserve, ou bien on récolte. Hein, si on décide de conserver, on contribue avec les services environnementaux que je parlais tout à l'heure. Donc, régulation du climat, c'est important, c'est essentiel pour la santé de la population. Ça assure une qualité de l'eau, ça donne une ambiance forestière. On peut en profiter, aller dans les forêts. On protège des habitats d'essence importantes qui vont être des options futures. Donc, pour les générations futures, des espèces vont continuer à survivre. Et en plus, ça va nous permettre d'accumuler des connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes. Donc, ça, c'est conserver. Récolter, bien, récolter aussi, ça a des choses pertinentes. Récolter, les pratiques sylvicoles, normalement, on les fait pour augmenter la productivité de nos forêts, de nos arbres qui poussent. Donc, augmenter la productivité, ça a une contribution au stock de carbone. Évidemment, ça fournit des produits sur les marchés. On a un ensemble de ressources qu'on peut récolter de différentes façons. Ces ressources-là vont nous donner des produits, mais vont aussi générer des emplois. Donc, on contribue à une structure économique importante au Québec. Le fait de récolter, ça crée aussi des habitats. Hein, ça crée des habitats de nourriture pour certaines espèces. Ça donne l'accessibilité à tous nos utilisateurs des forêts, les VTT, les chasseurs, pêcheurs qui veulent aller en forêt. Donc, ça génère des possibilités de récotourisme. Donc, récolter aussi, il y a des choses intéressantes. Est-ce que, selon vous, est-ce que j'ai oublié des choses importantes? Sûrement, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe, qui dit, pour avoir un portrait là, complet, global, il faudrait, s'il y a des gens qui réagissent aussi à distance, tu me dis. Oui, Sylvie. Oui, donc une question qu'on a aussi abordée ce matin, effectivement. Si on n'utilise pas le bois pour nos constructions et autres, il va y avoir substitution, donc des produits qui sont peut-être plus polluants, donc qui contribuent davantage à la crise climatique, effectivement. Puis, est-ce que c'est obligé d'être séparé? Oui, Éric? Peut-être la question est au lieu de dire un ou l'autre. Et l'autre, c'est ça. Je pense qu'on a un gros problème de perception.
gestion d'opérations régionales, on travaille beaucoup avec un ou l'autre. Alors, il faudrait travailler le message et la perception des gens par rapport à la récolte. Effectivement. Je pense que la clé de, en tout cas, le futur est vers justement une approche des meilleurs communicateurs. Marc disait ce matin, écouter les autres, je pense que l'écoute n'a pas toujours été là. Écouter, trouver des solutions pour parler au bout et non. Oui. Donc, peut-être, je vais me permettre de répéter parce que les gens à distance n'ont pas compris. Puis, donc, Éric fait son intervention, si on ne devrait pas dire un ou l'autre, mais bien un et l'autre. Puis, je lui ai dit tantôt, j'ai fait exprès pour mettre 2 carrés séparés, mais effectivement, et tout est une question de perception. Que les gens qui voient des coupes comprennent pourquoi on le fait. Pourquoi on a choisi cette façon de faire-là, puis qu'est-ce que ça va donner dans 2 ans, dans 5 ans. Donc, travailler sur la perception, qu'on soit des meilleurs communicateurs, que ce soit en forêt privée ou en forêt publique, on a besoin, vous allez être appelés à intervenir, à communiquer de plus en plus pour expliquer, pour malheureusement justifier vos interventions, mais c'est un devoir qu'on a d'expliquer ce qu'on fait. Donc, effectivement, on ne devrait pas le voir de façon séparée, mais de façon plus amalgamée, puis de comprendre que l'étape de la récolte et de la mise en marché qui s'ensuit, elle intervient aussi dans le rôle de conservation. Elle a un rôle à jouer. Moi, ça me permet de prendre des pauses. C'est qu'il faut que je chicane pour le doyen? C'est ça. Merci Frédéric. Parce que là, toi non plus, hein? Ah, je vais aller sur ma roulette. Je vais aller rouler la roulette. Roule la roulette, c'est bon. Alors, ça nous amène justement cette idée de mieux concilier les deux, de mieux communiquer. On a un grand défi, mais qu'on doit relever tout le monde ensemble. Quand je dis tout le monde ensemble, ce n'est pas juste les forestiers, c'est les biologistes, c'est les gens qui habitent le territoire, les communautés autochtones, c'est tout le monde. Il faut, d'une part, élargir nos connaissances. Élargir nos connaissances sur différents aspects, mais entre autres sur l'impact de nos interventions. On n'a pas une bonne idée encore aujourd'hui, quand on fait de la récolte, quel est l'impact que ça a sur les écosystèmes à moyen et à long terme. Développer nos compétences. Je rêve au jour, puis ça, je suis sûre que François aussi y rêve, où on va faire confiance à nos forestiers, à nos forestières, à votre intelligence, mais à votre sensibilité, qu'on va arrêter de vous donner des règles, des normes, et que vous allez pouvoir aller en forêt. Puis, je me rappelle d'une étudiante qui a fait son cours à Edmondson, l'Université de Moncton, qui est allée travailler aux États-Unis pendant plusieurs années dans des territoires plus privés. Là. Puis, elle était la forestière du territoire. Puis, elle a dit, je n'ai pas de guide. Je vais en forêt et j'observe et je prends des décisions basées sur mes compétences, sur ce que je comprends, ce que je connais de la forêt, comment elle va réagir, et j'arrive à optimiser les ressources de mon territoire. Je rêve du jour où on va être rendu là en foresterie. Harmoniser les usages, Simon l'a dit ce matin, c'est rendu vraiment une question très, très complexe partout sur le territoire au Québec. Il y a d'autres utilisateurs que l'on doit écouter, que l'on doit comprendre, avec qui on doit travailler. Donc, harmoniser, concilier, tous les mots peuvent y être. Et évidemment, votre travail ultime, c'est quand on donne la définition de l'aménagement des forêts, pourquoi ça existe. On aménage un territoire pour répondre à des besoins, pour répondre aux besoins de la société. Si on n'avait pas ces besoins-là, on n'aurait pas besoin d'être ici. On laisserait la forêt pousser puis évoluer par elle-même. Oh, merci, Frédéric. Roule par en bas. Alors, dans mon équipe de recherche, qui est un petit peu ténue ces temps-ci parce que j'ai d'autres responsabilités, mais on se questionne sur cette conciliation-là des usages, mais en utilisant le langage économique. En se disant, peut-être que si on arrive à trouver un langage commun, les gens vont mieux se comprendre.
Donc, faciliter le langage en utilisant un langage commun qui, pour nous, est la valeur monétaire, donc l'argent. Et se questionner sur comment on aménage un territoire pour aller chercher la valeur optimale de ce territoire-là. Et donc, comprendre aussi l'impact économique, social et écologique de nos choix. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Puis François a bien fait de me rappeler, il y a un impact aussi écologique sur nos choix. Si on décide d'aménager ou de ne pas aménager, conserver ou de ne pas conserver, il faut être capable de comprendre ces impacts-là. Donc, je vous donne des exemples de projets. Le projet de recherche de Anne Bernard, qui a terminé son doctorat en décembre. Un des chapitres de sa thèse, c'était est-ce qu'on est capable d'aller mettre une valeur économique des différents usages du territoire, puis de voir quand on les superpose ou quand on les compare, est-ce que c'est plus important ou moins important que la matière ligneuse? Donc, on a travaillé avec les réserves phoniques. C'est simple, c'est le seul endroit où on arrive à récolter des données des activités récréotouristiques. Parce que les gens rentrent, ils payent, on a des statistiques d'utilisation, de présence, on a des revenus, on a des coûts, donc c'était quand même plus simple de travailler avec ces territoires-là. On a utilisé 2 réserves. On a utilisé uniquement les valeurs d'usage direct. Donc, je vous explique, les valeurs d'usage direct, c'est quelque chose qui est tangible, qu'on peut quantifier. Donc, par exemple, la récolte de bois, chasser un orignal, pêcher un poisson. Donc, c'est toutes des activités directes. Aller sur le territoire pour... donc, on paye une entrée, on va sur le territoire, c'est des usages directs. Indirects, bien là, c'est plus l'importance de la biodiversité, cycle du carbone, cycle de l'air, qualité de l'air, en tout cas, érosion. Donc, tout ça, c'est toutes des valeurs intangibles. Donc, on ne voulait pas rentrer dans cette boîte-là qui est quand même assez complexe. Et ensuite, on s'est dit, bon, ben là, en regardant les données des coûts et des revenus associés à chacune de ces activités-là, on a fait des cartes de valeurs pour essayer d'aller identifier c'est où les hotspots. Ou dans la réserve, on a une concentration de valeurs pour, par exemple, la chasse à l'orignal, la chasse au petit gibier, les activités de récréation, la pêche. Bon, la pêche, c'était plus difficile parce que finalement, c'était les lacs principalement. Et ensuite, on a mis la récolte ou la valeur, c'est-à-dire du bois sur pied en utilisant les valeurs du BMMB. Et on est allé si le bois, le prix était bas, si le prix était haut. Et donc, on est arrivé à faire des cartographies comme ça. Puis ensuite, on a additionné tout ça. Fait que si on pouvait aller à la diapo suivante, s'il te plaît, Frédéric. Donc, on est arrivé à superposer les valeurs, puis en se disant, bon, bien, voici, là, ça, c'est quand le prix est bas, puis quand le prix est haut, on voit que finalement, bon, la matière ligneuse attire beaucoup vers le haut la valeur optimale du territoire. Bon, donc là, on a réfléchi, on a dit, c'est sûr que là, c'est une photo, hein? C'est une image d'aujourd'hui, on n'est pas dans l'évolution de notre peuplement. Donc, c'est intéressant, mais ça a quand même beaucoup de limites. Parce que n'oubliez pas que la valeur marchande du bois sur pied, si le bois il est là sur pied, bien, si, disons, je dis n'importe quoi, ça vaut 100 000 $ aujourd'hui, bien, ça vaut encore 100 000 $ demain si je ne l'ai pas récolté. Là. Alors que la chasse, là, c'est vrai tout le temps, alors que la chasse, elle, bien, aujourd'hui, peut-être on a rapporté 1 000 $ de revenus de chasse, mais demain, c'est peut-être 200. Donc, vous voyez comme on n'additionnait pas tout à fait les mêmes choses. Donc, là, on s'est dit, il y a quand même une limite, mais c'est intéressant, comme on avance un peu dans notre idée d'être capable de comparer. Donc là, si on allait... Oh, ça a fonctionné, je suis autonome maintenant. Le projet suivant, donc la suite du projet de Hans, c'est le projet des lignes qui est en cours. Et là, on s'est dit, OK, là, il faut vraiment rentrer, et de un, la dynamique temporelle, donc le peuplement qui évolue dans le temps, si je le récolte, si je fais une intervention sylvicole, qu'est-ce que ça donne? Et aussi la dynamique spatiale. Donc, vraiment être capable de spatialiser et de donner une valeur à nos activités en lien avec les caractéristiques du territoire. Donc là, ça complexifie un peu notre projet. Et les questions qu'on se pose, ou en tout cas, ce qu'on s'est donné comme mandat, c'est de travailler à la bonne échelle. Là, c'est pas évident de comparer justement, tu sais, la chasse à l'orignal, ça se fait en termes de zone de chasse.
Alors que vous autres, les peuplements forestiers, ben, c'est des plus petites dimensions. Donc, on est à réfléchir sur trouver la bonne échelle, la bonne perspective. On regarde ça de quel œil? La valeur d'un territoire, la valeur des ressources. La première question, c'est à qui appartient le territoire? La grande partie du territoire, les réserves fauniques, ça appartient à qui? À nous autres, à l'État, donc au gouvernement. Alors que des fois, on a des activités qui rapportent mais à d'autres, à des promoteurs d'activités. Donc là, puis là, les industriels qui vont faire la récolte. Donc, on a comme différentes perspectives. Donc, il faut trouver la bonne perspective. Il faut travailler avec les bonnes données. Ça a été notre bottleneck le plus important dans le projet de Anne et qui semble être aussi le cas avec le projet d'Éline, c'est sont où les données? Est-ce oui, on a des données écologiques pour comprendre le territoire, mais quand arrive le temps de dire, bien, il est où le bon spot de chasse? Le paysage le plus beau pour faire mon activité écotouristique, je les prends où ces données-là? Donc, on a des projets antérieurs quand on a travaillé justement sur la valeur du paysage ou la valeur de l'activité de chasse. Et là, on essaie d'utiliser avec des proxys, on essaie de rentrer ça dans le modèle des lignes. Et au final, c'est évidemment toujours dans un monde d'incertitudes. Hein? Les incertitudes liées aux événements, aux catastrophes naturelles. Marc disait ce matin, c'est dans le cas de la forêt privée, c'est le propriétaire privé qui subit ou qui absorbe les risques, mais les risques existent aussi dans la forêt publique. Aussi, l'incertitude au niveau des marchés, on le voit présentement, on n'aurait jamais pu penser que le 1000 PMP monterait aussi haut. Donc, on est toujours dans un monde d'incertitude. Donc, on aura beau avoir le meilleur modèle, il y aura toujours ses limites. Mais notre idée, c'est d'essayer de pousser un peu plus loin cette réflexion-là pour faire en sorte que tout le monde arrive à se parler. Là, je n'ai pas été autonome. Donc, l'objectif, ou en tout cas ce qu'on devrait avoir en tête, c'est d'essayer de relever le défi de la gestion des forêts, mais en n'oubliant pas l'immensité, la complexité, la magie de nos écosystèmes. Il faut les garder en tête. Ce n'est pas juste d'aller récolter pour récolter, c'est de récolter le mieux possible, de la meilleure façon possible pour préserver cette richesse-là qu'on a pour la suite. Donc, en conclusion, ce que je voudrais, en tout cas, mon objectif ultime, c'est qu'on arrive à trouver un équilibre entre la mise en valeur des ressources forestières, hein, donc les valeurs d'usage direct, on met en valeur les ressources qu'on peut aller récolter, exploiter, tout en conservant nos écosystèmes, en répondant aux besoins de la société, en respect de nos cultures. J'ai parlé tantôt, oui, la culture autochtone, mais aussi la culture forestière, la culture du bois qu'on a au Québec et notre futur, évidemment. On fait tout ça pour nos futures générations. Donc, j'ai encore une autre diapo. Donc, on va y arriver. On va arriver à trouver des solutions. Peut-être qu'on ne connaîtrait pas ça de notre vivant. Certaines personnes, en tout cas, vous autres, je vous le souhaite, là, mais je regarde Pierre-Serge, François, moi. Simon, il est jeune encore. Donc, on va y arriver si on est guidé par la science. On a besoin d'améliorer nos connaissances, d'améliorer l'information qu'on possède. Donc, guidé par la science, par les découvertes, évidemment, qu'on va faire à travers des projets de recherche et par l'innovation. Donc, on va trouver des nouvelles façons de travailler ensemble. On va trouver des nouvelles façons d'accroître la productivité de nos forêts sans avoir un impact négatif sur la biodiversité. J'en suis profondément convaincue, mais encore là, peut-être que je ne le verrai pas de mon vivant, mais je vous invite, les chers étudiants, à poursuivre vos études. Oui, aller travailler un peu, vous faire la main, mais après ça, revenir, hein, Catherine, vous êtes toujours la bienvenue, revenir faire des études graduées, maîtrise pour approfondir votre façon de penser, de réfléchir, mais aussi bénéficier de notre richesse ici qu'on a, mais contribuer finalement à la création de données, de connaissances. Et voilà, je pense que c'est tout comme ça. Je ne sais pas il est quelle heure, je n'ai pas surveillé l'heure. Mais... Donc, est-ce que vous avez des questions? Peut-être que vous allez être moins gênés de poser des questions que de répondre aux miennes. Vous êtes aussi gênés.
Moi, j'aurais peut-être une petite question, Oui. peut-être. Tantôt, tu parlais justement de comme d'autres manières d'aller chercher une valeur, tu sais, à notre forêt et tout ça, sans que ce soit la mise en marché nécessairement. Est-ce que tu penses que dans le futur, c'est quelque chose qui pourrait se développer encore plus puis qu'on devrait comme mettre des efforts là-dedans et tout ça, ou pas nécessairement? Parce que c'est sûr que la culture forestière ou les cultures forestières au Québec, tu sais, c'est quand même quelque chose qui est en train de se développer puis que les gens sont de plus en plus conscientisés face à ça. Fait que, est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait comme pousser un peu plus? Ou... Oui. Ben, moi, ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille sur des projets économiques, évidemment, mais c'est pour sortir un peu de la matière ligneuse. Donc, on a parlé beaucoup là, du mycotourisme, donc l'importance de la récolte de champignons, mais de toute activité récotouristique autour de ça, valoriser le paysage, tous les produits forestiers non ligneux. Mais évidemment, ça revient à ce que je disais tantôt, mon idée de superposition, jamais la sommation de ces valeurs-là va coter la valeur du mètre cube qui est récolté et qui est transformé. Par contre, ça peut aider une région à se diversifier. On parlait de la Côte-Nord. La Côte-Nord qui a une difficulté parce que de par sa localisation, il y a des distances de transport importantes, il faut qu'il passe par bateau, je ne sais pas. Pierre Serge le saurait mieux que moi, mais je sais qu'à Boissaco, on a des difficultés importantes de ce côté-là. Mais au lieu de juste se dire on est dépendant de l'industrie forestière, on ne pourra pas s'en passer, mais est-ce qu'on peut diversifier puis être moins sujet à ça? Donc, oui, je suis convaincue qu'il y a d'autres filières récréotouristiques, produits forestiers non ligneux qui peuvent, en tout cas, à tout le moins, alimenter un peu l'économie des régions. Oui. Peut-être juste pour la question, pour aller au micro pour que les gens à distance puissent entendre, si ça ne te dérange pas. Merci. Je sais plus ou moins comment formuler ma question, on va dire. Mais depuis ce matin, on parle quand même de choses assez, pas nécessairement négatives, mais il y a quand même des tendances qui vont vers des choses un peu moins intéressantes pour les générations futures, etc. Là, vous êtes quand même optimiste, vous dites qu'on va y arriver avec tout ça, science, découverte, etc. Mais dans ce sens-là, est-ce que ce ne serait pas justement le moment ou jamais maintenant de commencer à penser à une transition qui nous empêcherait de peut-être être, on va dire, pris avec ça quand on va un peu trop tard? Parce que c'est quand même assez, ça s'en vient. On a des contraintes qui s'ajoutent, le COVID, guerre, on ne sait jamais ce qui va arriver. Donc, comment vous voyez ça? Ce ne serait pas le moment ou jamais, dans un sens? C'est une très, très bonne question. Tu n'as pas besoin de changer la formulation. Elle est super, ta question. Puis quand on dit ça, c'est parce qu'on n'a pas la réponse. J'ai dit tantôt là, que faut faire des choix de société. Si notre industrie, notre foresterie existe pour répondre aux besoins de la société, c'est parce que les besoins sont présents, sont formulés, il y a une demande, puis on répond à cette demande-là. Elle est où la coupure? Est-ce qu'elle est au moment où on doit diminuer notre consommation? Tu sais, je ne veux pas être prophète de malheur ou quoi que ce soit. Je suis vraiment très, très ambivalente. Puis d'ailleurs, bon, je le redis, là, la commission Caribou, elle vient opposer un peu ces deux choses-là. Elle vient opposer la conservation des territoires. Là, dans ce cas-ci, c'est spécifiquement pour le caribou. On sait que si on protège l'habitat du caribou, on protège plein d'autres choses. Et l'industrie forestière. On est-tu obligé d'être comme ça? On peut-tu trouver une façon de travailler plus ensemble? C'est quoi les choix de société qu'on veut faire? Si on décide de préserver toutes les populations de caribous, c'est sûr que ça a un impact économique. C'est sûr. Est-ce qu'on est prêt à l'accepter? Puis là, la décision qu'on va prendre aujourd'hui va avoir une répercussion sur nos générations futures. Je ne sais pas. Moi, mon rôle, ça va être d'écouter tout le monde parler. D'ailleurs, je vous invite, hein, comme étudiant, sensibiliser à ces choses-là, à vous exprimer lors de la commission. Donc, notre rôle, nous, les commissaires, ça va être d'absorber tout ça puis d'essayer de fournir des recommandations. Mais c'est sûr qu'on n'aura pas la solution. Mais ta question est très pertinente. À partir de quand? On a juste à penser à l'Ukraine. Il y a quelques semaines, jamais il aurait pensé vivre une situation pareille. Il était aussi bien que nous, il vivait aussi bien que nous. Il y avait des maisons, du travail, ils mangeaient. Puis là, du jour au lendemain, ils sont évacués de leur pays, ils perdent tout du jour au lendemain. Fait que, on n'est pas à l'abri de rien, mais moi, je veux être optimiste. Je veux qu'on trouve une solution.
Ouais, tantôt, vous avez parlé des retombées économiques avec les données sur les lacs, sur les postes de chasse. Est-ce que ça ne devrait pas être un élément qui devrait être intégré à l'aménagement de façon permanente? Si on parlait ce matin de la difficulté, l'harmonisation des usages. Puis oui, certes, la pêche va avoir un impact sur le lac, mais va apporter des gens en région, va apporter des locations de motels, de toutes sortes de choses. Est-ce qu'on ne devrait pas aller au problème à la source et puis peut-être dire de prime abord avec l'aménagement, planifier les choses différemment en sachant très bien que ce lac-là ou ce territoire-là, le paysage est peut-être plus important pour l'économie de la réserve, mais pour l'économie locale aussi, pour les retombées générales, utiliser ces données-là, développer des données, puis à l'ère des données. Oui, merci pour ta question. C'est exactement ça notre objectif. C'est d'être capable d'intégrer ces éléments-là dans le processus décisionnel pour que quand on décide de faire d'exploitation, de choisir les territoires, qu'on ait en tête les autres activités qui génèrent aussi de la valeur. Ce que j'ai présenté tantôt, on n'est pas dans les retombées économiques, par exemple. On est vraiment dans les revenus de l'activité, le coût de l'activité. On est vraiment dans les revenus nets, c'est une analyse financière. Mais si on faisait une analyse économique, comme le BMMB le fait, ils évaluent, par exemple, la rentabilité économique de différents travaux sylvicoles pour choisir lequel est le plus rentable. Économiquement, donc une perspective du gouvernement. Et là, on mesure en termes de valeur ajoutée dans la chaîne de valeur, les revenus nets aux entreprises. Donc, il y a ces considérations-là. Ceci étant dit, le défi reste le même. Donc, comment intégrer la valeur de la chasse, pêche, paysage? Je vois en arrière, excuse-moi, j'ai oublié ton nom, pas Alice, j'ai tout le temps... Alors, qui fait un travail au niveau des réserves aussi, pour voir comment on concilie justement les différents usages du territoire. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné une valeur économique à cet usage-là. Donc, avec des méthodes économiques que vous allez peut-être voir dans votre cours d'économie dans l'environnement forestier. On questionne les gens pour voir combien ils seraient prêts à payer pour améliorer, par exemple, la qualité de la chasse sur un territoire donné. Et avec ces informations-là, on arrive à donner une valeur. Donc, 1 hectare de territoire, ça vaudrait tant de la perspective du chasseur ou ça vaut tant la perspective de celui qui utilise le territoire pour la beauté des paysages. Avec ces informations-là, on arrive à faire des comparaisons. Mais tu as parfaitement compris. D'ailleurs, si tu veux faire des études graduées, après, tu vas en voir. Autre question? Je vous ai toutes convaincus que le défi était grand, qu'on avait besoin de vous. Ouais. Il y a une petite question ici à distance. Donc, Gilbert Nollet nous pose comme question, l'aménagement des forêts par la récolte ne devrait-elle pas être basé principalement sur la richesse collective qu'elle apporte? C'est un peu le même principe. Donc, l'idée, c'est de le voir de façon plus grande, plus large. Et si on aménage un territoire, bien, pensez à toutes les autres activités qui sont possibles de faire, puis que notre activité de récolte n'ait pas d'impact négatif, ou de dire bien, lequel des deux on favorise. Fait que là, en tant que collectivité, puis même, moi, j'ai fait mon doctorat sur les projets de forêt habitée, et c'était ça l'idée, c'était qu'on gère un territoire collectivement. Quand on habite une région, on est les mieux placés, c'est nous qui connaissons le mieux le territoire, les habitants, les ressources. Donc, on devrait contribuer à faire les meilleurs choix, les meilleures décisions possibles. Évidemment, ça complexifie. Puis, les tables de gestion intégrées des ressources, tables locales de gestion locale, voilà, sont là aussi pour ça, donc pour essayer de favoriser la richesse collective en écoutant, en fait, tous les besoins, les enjeux locaux. Parfait. Il y avait Marie-Pierre également à distance qui disait ces fameux besoins sociétaux, on ne les remet jamais en question. Point d'interrogation. Dans nos sociétés capitalistes, c'est toujours l'argument de l'argent qui l'emporte. C'est d'ailleurs ce même raisonnement qui nous a mené au changement climatique, à la grande extinction, la perte de biodiversité, etc. À quel moment définit-on que c'est ce qu'est un besoin, tranche-t-on pour la hiérarchisation entre eux? Ce qu'est un besoin qui tranche entre eux. Oui, mais je suis entièrement d'accord. C'est un peu ce que j'ai répondu à la super question tantôt. C'est de dire à partir de quand on cesse où on réduit notre consommation, puis on cesse de vouloir
renouveler constamment notre matériel. Et effectivement, c'est une très bonne question. Personnellement, je n'ai pas la réponse. J'essaie, ma petite personne essaie de s'améliorer à chaque jour dans mes habitudes de consommation, mais ça, c'est encore là, c'est un choix de société. On a une autre question. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui voulait poser une question, sinon on en a une ici. Francis Nadeau nous pose une question. Est-ce qu'on arrive à mettre une valeur économique sur tous les bienfaits environnementaux offerts par la forêt, sachant qu'on utilise un langage économique comme langage commun? L'idée avec je sais que c'est controversé comme pensée de vouloir mettre une valeur économique à différentes ressources. L'idée, ce n'est pas de mettre des étiquettes pour les vendre sur le marché. C'est vraiment pour essayer de pondérer la décision. Ce n'est pas des vrais chiffres, ce n'est pas des vrais prix qu'on va vendre sur le marché. C'est vraiment pour pondérer la valeur. En fait, on parle de valeur relative d'un bien par rapport à un autre. Puis vous seriez surpris qu'à certains endroits, les études qu'on a faites, entre autres dans Charlevoix et en Gaspésie, la valeur du paysage était très, très élevée. Donc, comme gestionnaire, connaissant cette importance-là du paysage pour les utilisateurs, bien, je devrais en prendre en considération dans mes décisions d'aménagement. L'idée, ce n'est pas de vendre puis de mettre un prix, mais c'est vraiment d'arriver à comparer les utilisations du territoire.